seminar March the 9th, 1960, which is headed A Supplementary Note, so it's not been counted by Miller as a seminar. A curious case of sublimation. I have for you today something curious and amusing, but I believe we analysts are perhaps alone in being able to position to situate things properly. Last time when Mr. Kaufman had finished talking about Bernfeld's article, I stated that the problem we face is that of establishing the link between sublimation and identification. Before we leave the subject of sublimation, as I have outlined a few around the notion of the thing, and it may still seem enigmatic and veiled for very good reasons, I would like to present you with a text, as it were, as a note on the subject of what might be called the paradoxes of sublimation. Sublimation is not in fact what the foolish crowd thinks, and it does not on all occasions necessarily follow the path of the sublime. The change of object doesn't necessarily make the sexual object disappear, far from it. The sexual object acknowledged as such may come to light in sublimation. The crudest of sexual games can be the object of a poem without for that reason losing its sublimating goal. In short, I don't think it's a waste of time for me to read to you a piece of evidence from the file of courtly love that even the specialists themselves literally don't know what to do with. They can't make head or tail of it. There aren't two poems like this in the literature of courtly love. It's a hapax, a single occurrence. It appears in the work of one of the most subtle and polished of the troubadours, whose name is Arnaud Daniel, and who is famous for his extraordinarily rich formal inventiveness, most notably in the poetic form of the Sestina, which I don't have time to go into here. However, you should at least know the name. Arnaud Daniel wrote a poem on the oddest of those relations of service that I told you about between the lover and his lady. It is a whole poem that is distinguished by the fact that, much to the delight of a number of startled writers, it breaches the boundaries of pornography to the point of scatology. The poem is concerned with a case that seems to be presented as a question to be resolved in terms of moral casuistry of courtly love. The case involves a lady called Dame Enna in a poem who orders her knight to put his mouth to her trumpet, an expression that is quite unambiguous in the text, and the order is designed to test the worthiness of his love, his loyalty, and his commitment. So as not to make you wait any longer then, I will read the poem in French, because I don't think any of you understand that lost language which is the Languedoc, a language that nevertheless has its style and its value. The poem is in stanza of 9 lines with a single rhyme, which changes with every stanza. Though Lord Raymond, in agreement with Lord Truc-Malec, defends Lady Ina and her orders, I would grow old and white before I would consent to a request that involves so great an impropriety. For so as to put his mouth to her trumpet, he would need a kind of beak that would pick grain out of a pipe, and even then he might come out blind, as the smoke from those folds is so strong. He would need a beak and a long sharp one, for the trumpet is rough, ugly, and hairy, and it is never dry, and the swamp within it is deep. That's why the pitch ferments upwards as it continually escapes, continually overflows, and it is not fitting that he who puts his mouth to that pipe be a favourite. There will be plenty of other tests, finer ones, that are worth far more, and if Lord Bernard withdrew from that one, he did not, by Christ, behave like a coward if he was taken with fear and fright. For if the stream of water had landed on him from above, it would have scalded his whole neck and cheek, and it is not fitting also that a lady embrace a man who has blown a stinking trumpet. Bernard, I do not agree in this with the remarks of Raymond de Dufour in saying that you were wrong, for even if you had blown away gladly, you would have encountered a crude obstacle, and the stench would soon have smitten you, and that stink worse than dung in a garden. You should praise God, against whomever seeks to dissuade you, that he helped you escape you from that. Yes, he escaped from a great peril, with which his son would also have reproached, and all those from Corny. He would have done better to go into exile than to have blown in that funnel between the spine and the mount pubic. There where the rust-coloured substances proceed, he would never have been certain that she would not piss off all over his snout and eyebrows. Lord, may Bernard never venture to blow that trumpet without a large bung to stop up the penile hole. Then only could he blow without pearl. This quite extraordinary document opens up a strange perspective on the deep ambiguity of the sublimating imagination. One should first note that all the poetic work of the trouvères and troubadours have not come down to us, and that we only find some of Arnaud Daniel's poems in 2 or 3 manuscripts. Yet this poem, whose literary merit goes far beyond what a translation is able to reveal, not only was not lost, but is to be found in some 20 manuscripts. You have other texts that show that 2 other trouvères, Truc-Malec and Raymond de Dufour, participated in this debate, arguing on the other side, but I won't go into that. We find ourselves here faced with a sudden reversal, a strange reaction. Heaven knows what Arnaud Daniel went a long way in the direction of lending the greatest subtlety to the pact between lovers. Doesn't he push desire to the extreme point of offering himself in a sacrifice that involves his own annihilation?
Well, he is the very same one who turns out to have written a poem, however reluctantly, on a subject that must have concerned him in some way for him to have taken so much trouble with it. The idealized woman, the lady, who is in the position of the other and of the object, finds herself suddenly and brutally positing in a place knowingly constructed out of the most refined of signifiers, the emptiness of a thing in all its crudity, a thing that reveals itself in its nudity to be the thing, her thing, the one that is to be found at her very heart in its cruel emptiness. That thing whose function certain of you perceived in the relation to sublimation is in a way unveiled with cruel and insistent power. It is nevertheless difficult not to note echoes of this elsewhere, for the oddness involved is not without precedence. Remember, for example, the origin of the flute evoked in Longus' pastoral romance. Pan pursues the nymph Syrinx, who runs away from him and disappears among the reeds. In his rage he cuts down the reeds, and that, Longus tells us, is the origin of the flute with pipes of unequal length. Pan wanted, the subtle poet adds, to express in that way the fact that his love was without equal. Syrinx is transformed into the pipe of Pan's flute. Now, on the level of derision, that is to be found in the strange poem that I brought to your attention here. We find the same structure, the same model of an emptiness at the core, around which is articulated that by means of which desire is in the end sublimated. I wouldn't tell you all this if I didn't add to the file, in the case it proves necessary, useful, that Dante places Alma Daniel in Canto 14 of his Purgatory in the company of the Sodomites. I haven't been able to pursue that particular genesis of the poem beyond that. I'm now going to ask Madame Hubert to speak. She will talk to you about a text that is frequently referred to in analytic literature, namely Sperber's article entitled On the Influence of Sexual Factors on the Origin and Developments of Language. But it also touches on all kinds of problems relative to what we have to say about sublimation. In his article on the theory of sublimation, an article on which I wrote a commentary in our journal, which I have heard is not particularly accessible to a reader, Jones expressly singles out the Sperber article. If he says Sperber's theory is true, if we must consider certain forms of primitive work, agricultural work in particular, the relations between man and earth as the equivalent of the sexual act, features whose traces are, as it were, retained in the meaning we give that primitive relation, then can this be explained by the process of symbolization? Jones says no. In other words, given the conception he has of the function of the symbol, he considers that what is involved is by no means as symbolic transposition, neither can it be registered as a sublimation effect. The sublimation effect is to be taken in its liberality, in its authenticity. The copulation between the ploughman and the earth is not a symbolization, but the equivalent of a symbolic copulation. It is worth taking the time to reflect on that, and in my article I drew certain consequences to which I will return. Sperber's text appears in the first issue of Imago, and is perhaps even more difficult to find than the others, but so that it may receive its due, Mrs. Hubert has been good enough to concentrate on it, and she will tell us today what it contains. Madame Hubert, l'article s'appelle « De l'influence des facteurs sexuels sur l'origine et le développement du langage ». Avant d'attaquer le problème de la genèse du langage, il faut définir la signification du terme langage. Il ne s'agit ici que de la genèse du langage articulé. On laissera entièrement de côté les différentes sortes de langage. Pour le psychologue linguiste, le concept de langage signifie non seulement la production d'un son, mais la transmission d'un contenu psychique d'un individu à un autre. En d'autres termes, il s'agit de langage. Il s'agit d'une intention de communication. En conséquence, par exemple, un cri de douleur comme tel n'est pas une parole, mais peut le devenir s'il est articulé pour implorer du secours. Notre problème est le suivant. Quelles furent les conditions préalables qui ont fait naître chez un individu sans parole, mais doté d'un appareil vocal, l'intention de communiquer avec un autre? Certainement en observant les sons qu'il avait produits sans intention se montraient capables d'influencer l'action de cet autre individu. Avant que l'invention d'une communication et en conséquence la parole eût pu naître, les conditions préalables suivantes ont dû être réunies. L'individu A décharge de plusieurs reprises ses affects par des sons. Un deuxième B réagit régulièrement à ces sons d'une manière visible pour A. Et A reconnaît le rapport entre ses propres cris et les réactions du B. Seulement après avoir passé par des steps préliminaires, A peut avoir l'intention d'utiliser sa voix pour communiquer avec B, c'est-à-dire qu'il peut crier maintenant de façon intentionnelle s'il souhaite la réaction de B. À partir de ce moment, ce n'est pas seulement une voix que possède A, mais aussi le langage. Les situations qui auraient pu mener à un développement tel semblent limitées par des conditions suivantes. Premièrement, au moins deux individus participent à la situation. Au moins un individu A est en état d'affect et qu'il est même au cri. Troisièmement, certaines forces doivent entrer en jeu pour obliger l'individu B à réagir de la façon régulière.
Quatrièmement, les réactions de B doivent être souhaitables pour A, sinon A n'aurait aucun intérêt de provoquer la réaction de B par ses cris. Cinquièmement, la situation doit se produire souvent et rester la même. Sixièmement, la situation doit être simple. Les deux dernières conditions sont la conséquence de l'intelligence inférieure de l'homme qui se distingue à peine de l'animal à ce stade de développement. Il a fallu une situation simple se reproduire souvent pour permettre à AA de concevoir le rapport causal entre son cri et la réaction. En considérant les situations dans lesquelles on a considéré les origines de la parole, il est facile de voir que les conditions ne sont pas remplies. On imagine facilement la scène de deux chasseurs primitifs qui sont subitement attaqués par un bête féroce. L'un des deux A crie et s'aperçoit que le second peut prendre la fuite à ce cri. Dans une occasion ultérieure, il crie volontairement pour attirer l'attention de son collègue sur ce danger. Il est en possession de ce cri d'alarme, dont un élément linguistique. Les deux premières conditions sont remplies, la présence des individus, la pression d'un affect, en ce cas la peur, le troisième aussi, la régularité, paraît être exact. Parce que même si le cri ne fait pas fuir B, il s'apercevra aussi de l'adversaire et réagira apparemment au cri de A. D'autre part, il faut douter de la quatrième condition, la réaction de B devrait être souhaitable pour A. Il serait imprudent de projeter le sentiment altruiste de nos jours dans l'âme des primitifs. Le point 5, fréquence de la situation peut être admis, mais ce dernier, la simplicité de la situation ne se verra pas justifiée. Autrement dit, à nos yeux, la théorie du cri d'appel manque de toute probabilité. L'attention principale de A est occupée par la situation de danger. Il est peu probable qu'il reconnaisse un rapport causal entre le cri et la réaction, un rapport vrai ou causal. En réalité, il n'existe que deux situations qui remplissent entièrement les conditions requises. La première est celle du nourrisson affamé. Le cri sans intention, il crie sans intention, reçoit la nourriture de sa mère. Ensuite, il reconnaît le rapport causal et apprend à appeler sa mère. Le deuxième est celle de rapport sexuel où l'excitation du mâle se décharge par des sons auxquels le femelle réagit par son approchement. En conséquence, la naissance de la parole se réduirait à l'une de ces deux situations ou à toutes deux. Il est certain que le rapport de l'enfant à sa mère explique l'origine du langage individuel. Néanmoins, il faut refuser, dans mon opinion, que le langage humain puise là ses origines. À part les premières, son réflexe, l'enfant ne crée pas son langage. Il le reçoit des adultes. Il semble que tous les indices désignent la sexualité comme la racine la plus importante du langage. Nous avons essayé de situer le moment où le développement de la parole humaine a pris son départ. Nous nous demandons maintenant, est-ce qu'il existe des chemins à partir de ce point qui mènent à des dates de la vie linguistique que nous connaissons par notre propre expérience. En d'autres termes, comment expliquer que le langage cherche à désigner des choses qui n'ont aucun rapport ou un rapport très éloigné avec la sexualité? Je crois que mon hypothèse, c'est-à-dire l'origine du langage à partir de corps sexuels, rendrait compréhensible l'effort de l'étendre à des activités plus nombreuses et toujours nouvelles. Jusque maintenant, nous n'avons encore vraiment abordé la question de l'origine du langage, nous n'avons fait que cerner la signification de la question. La plupart des auteurs se sont surtout intéressés au problème suivant: comment se fait-il que les hommes cherchaient à faire un groupe de sons de la représentation précise? En d'autres termes, comment ont-ils créé un vocabulaire? Dans la littérature scientifique, ces deux questions n'ont pas été séparées d'une façon suffisamment précise. Mon hypothèse que l'excitation sexuelle est probablement la source capitale des premières manifestations de la parole pourrait peut-être nous montrer le chemin de la compréhension du problème du vocabulaire. D'ailleurs, les scientifiques admettent qu'à chaque niveau culturel d'un groupe correspond un corrélatif exact dans le langage, c'est-à-dire que le développement linguistique suit pas à pas le développement culturel. Ceci s'applique aussi aux origines du langage. Ainsi, il est clair qu'un développement du cri de séduction n'était pas possible avant la formation de la famille. Seul le fait de vivre avec d'autres individus pouvait créer des moyens de communication. Pour la même raison, il faut admettre que le progrès culturel de l'invention des outils qui représentent vraiment la séparation radicale de l'homme et de l'animal a influencé le développement du langage de façon décisive. Je vais essayer de démontrer la probabilité que les activités exécutées avec l'aide d'outils étaient accompagnées des manifestations ressemblant à des appels de séduction parce qu'elles étaient investies sexuellement. Investissement sexuel signifie ici que l'activité fantasmatique de l'homme primitif présentait une certaine analogie avec ses organes sexuels humains, qu'on voyait dans le travail avec des outils.
l'image de l'acte sexuel. À cette occasion apparaissaient des effets semblables à l'acte sexuel qui créent des tensions. Cette tension demandait une décharge semblable à la tension sexuelle et conduisait de même à l'émission des sons. Il n'est pas possible de fournir des preuves avec la même certitude pour toutes les espèces de travail. Quelquefois, on est obligé de se contenter d'une certaine probabilité. Je commence avec un groupe d'activités qui me semble principal pour prouver mon hypothèse, les travaux agricoles. On trouve dans l'imagination des peuples agricoles un parallélisme étroit entre la production des plantes par la terre et la procréation, la naissance et la croissance de l'homme. Le langage de témoignage par une infinité d'images et d'expressions qui sont communes aux deux domaines, la procréation de l'homme est réalisée par la semence que dépose le germe de la vie dans le sein de la mère. Les enfants sont des résultats de l'homme. D'autre part, nous parlons des entrailles de la terre. Ce qui importe ici, c'est le fait que la représentation primitive identifie la charrue avec le phallus, la terre avec la femme qui conçoit, et qu'elle perçoit l'activité de la charrue comme un acte sexuel. On peut citer ici toutes les coutumes superstitieuses où la charrue joue le rôle de symbole de fertilité. Chez Eschyle se trouve un passage où le péché d'Édipe consiste en ceci qu'il aurait ensemencé le champ qui aurait dû être, lui, sacré de sa mère. De même, dans un livre, on voit un objet qui représente à la fois une charrue et un phallus qui se trouve dans la décoration d'un vase grec, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas seulement d'une vase symbolique, mais d'une représentation assez réelle. Une symbolique semblable existe chez des peuples qui ne connaissent pas la charrue, qui fouillent la terre avec une sorte de bâton pour chercher des racines. Le même investissement sexuel existe aussi pour les deux méthodes principaux pour travailler grain. Ici, le mortier est représentant du sexe féminin, tandis que le pilon représente le pénis. En anglais, to meal, to signifie à la fois pour coïter et moudre. Le mot latin pilon apparaît en bas allemand, en danois, etc. L'activité qui consiste à couper avec des outils émoussés semble investie de tendances sexuelles d'une façon analogue. Nous trouvons avec une grande fréquence la double signification de mal couper avec un outil émoussé et coïté. Par exemple, en syrien, en souabe, etc., couper maladroitement. En allemand, fickel, coïté, en bavarois, fécal, coupé avec un couteau mal aiguisé. En allemand, weckel, coïté, en alsacien, weckel, en alsacien, kisé, veut dire coïté, et un couteau émoussé, en souabe, fiche, coupé, etc. La symbolique est facilement compréhensible. L'outil coupant est le membre viril, l'objet façonné, le creux obtenu par cette activité représentant le sexe féminin. Une analogie encore plus frappante touche à l'activité de forêt. Un très bel exemple est donné par un mode particulier de faire du feu. Il s'agit de deux morceaux de bois dont l'un sert à percer l'autre avec des mouvements rotatifs, une très ancienne coutume hindoue accompagnant la production du feu sacré serait bien ressortir l'analogie de l'acte sexuel. Voilà le bois tournant, le propriétaire, préparer et amener le souverain. Nous voulons faire tourbillonner le feu. D'après nos vieilles coutumes, le feu repose dans le bois comme le fruit bien protégé dans la femme enceinte. Chaque jour de nouveau, les hommes offrant des sacrifices chantent les louanges de Blanc. Faites entrer dans celle qui est étendue, vous qui en connaissez l'art. Aussitôt elle conçoit, elle a enfanté celui qui l'a fécondé avec sa pointe rouge, luisante dans la trajectoire. Le feu est né dans le bois précieux. Bien que mon exposé puisse apparaître très incomplet, il montre néanmoins une certaine vraisemblance de mon hypothèse. L'exécution de ces préoccupations majeures provoquerait chez l'homme primitif, grâce aux investissements sexuels, une excitation ou au moins une tension psychique qui exprimerait par des sons, de même que l'excitation sexuelle aurait provoqué des blancs. Ceci représenterait le moyen de communiquer à d'autres personnes la représentation de travail par la reproduction des sons qui l'accompagnent régulièrement, donc la création de mots pour désigner ce travail. En admettant que la découverte de sa première méthode de travail ait résulté dans un groupement de sons apte à donner le nom à ce travail, comment expliquer que ce n'est pas du même groupement du travail servir à l'invention d'une nouvelle méthode de travail, mais qu'une nouvelle racine de langue serait créée pour chaque découverte nouvelle? Car si la tension sexuelle, par exemple, en labourant, se décharge sous la forme d'un certain groupement des sons, il est difficile de comprendre pourquoi cette tension provoquerait un autre groupement de sons sous l'influence de notre méthode de travail. La solution de ce problème ne me semble pas trop difficile à résoudre. Simultanément à l'invention du premier outil,
Un mot fut créé qui fut simultanément investi de façon à garder la double signification de coïter et d'accomplir un certain travail. Mais ce mot fut appris par la nouvelle génération longtemps avant le réveil de ces pulsions sexuelles. La signification sexuelle du mot s'effaçait, elle prenait plutôt un sens figuratif. La situation se présente d'une façon tout à fait différente pour l'inventeur d'une nouvelle méthode de travail. J'ai des raisons, j'y reviendrai plus tard, pour penser qu'une invention d'une nouvelle méthode ne pouvait se faire autrement que sous l'influence d'une tension sexuelle. Il s'agit ici littéralement de l'attrait du nouveau. En accomplissant sa nouvelle méthode de travail qu'il venait d'inventer, l'auteur était en état de tension qui l'incitait à émettre des cris semblables à des interjections. Il me semble évident que si ce cri-là reprenait un autre groupement de sons que celui de ses ancêtres avait inventé de cette façon, l'homme créait lentement une série de mots pour désigner ses affinités primitives. Tous les distinguent des autres par leur valeur acoustique, mais elles sont toutes égales parce qu'ils avaient gardé leur valeur particulière, la double signification de coïter. Le rapport étroit entre l'invention de langage et celle de l'outil me semble plus convaincante que celle qui se base sur la terreur ou l'étonnement pour provoquer la première parole. À son niveau mental, seule la répétition extrêmement fréquente, pour ainsi dire infinie, lui permit de fixer dans sa mémoire et de reproduire les premiers cris. Cette condition requise plus haut est remplie en déduisant l'origine de la parole des sons acoustiques qui accompagnaient le travail. Les chants qui encore accompagnent encore aujourd'hui les travaux en commun me semblent avoir encore un rapport direct avec l'investissement primitif de plaisir de tout travail. Je ne crois pas me tromper en réduisant l'origine des racines du langage aux travaux exécutés par un groupe. Ceci expliquerait la consolidation et la survie de ces pratiques puisqu'elles auraient été apprises par tout un groupe d'hommes à la fois. Quelques lecteurs doutent sans doute de l'exactitude de notre supposition que l'invention de nouvelles méthodes de travail ne se produise que sous la pression d'une tension sexuelle. Il me semble difficile à admettre qu'il y a là un pur hasard, que presque toutes les méthodes de travail sont sexuellement investies, et qu'elles rendent possible, provoquent même une comparaison avec l'activité sexuelle. Ceci ne peut s'expliquer que par le fait que les fantasmes sexuels de l'homme ont déjà participé de façon déterminante à la création de cette méthode. À partir du moment n'avait plus de période de route comme les animaux, il lui arrivait souvent de ne pas avoir une femelle à ses dispositions et était donc obligé de chercher un autre moyen de décharge pour déployer ses forces. Il préférait naturellement une activité ayant une ressemblance quelconque avec l'acte sexuel, pouvant lui servir de remplacement. Le lecteur s'est aperçu que j'ai abordé un sujet bien discuté. Récemment, Sigmund Freud et ses élèves ont insisté sur le rapport étroit des conquêtes de la civilisation et de telles pulsions sexuelles insatisfaites. Il nous suffit ici de constater que les pulsions sexuelles jouent un rôle très important dans la vie spirituelle des hommes, et d'autant plus que nous nous rapprochons de l'origine de la civilisation humaine. Par conséquent, il faut attribuer sa place à ces pulsions aussi dans le domaine concernant l'origine du langage. La plupart des lecteurs refusent probablement de croire à cette monstruosité qu'au moins la majorité des sons n'aurait signifié à l'origine qu'une seule, et même chose, l'acte sexuel. D'une part, nous sommes trop pris dans nos règles modernes de bienséance pour prononcer sans aucun gêne des mots sexuellement investis. Et d'autre part, il nous semble invraisemblable qu'un seul concept aurait pu se différencier en ce nombre infini de significations dont une langue moderne dispose. L'une et l'autre de ces objections peuvent être assez facilement surmontées. Je saute maintenant un paragraphe où il développe le développement du langage à partir de ses racines pour arriver aux phrases et à la différenciation des catégories, des mots, des substantifs, etc., parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec les antécédents. J'en arrive à la deuxième partie de son travail où il y a beaucoup d'étymologie. Ma théorie sur l'origine du langage a l'avantage d'être mise à l'épreuve de façon pratique en affirmant à l'encontre de nos sentiments modernes que toutes les significations d'une langue dérivent de la signification principale coïtée. Je suis obligé de prouver que les mots désignant les choses sexuelles ont réellement eu une grande capacité de développement concernant leur signification. De la richesse du déplacement de signification historiquement démontrable concernant ces mots dépendra le bien fondé de mon hypothèse. En prenant quelques exemples des mots sexuels, je vais examiner leur force d'expansion. Je suis obligé à me limiter au domaine des langues germaniques, mais si ma pensée est exacte, cela se trouvera dans n'importe quelle langue. Dans mes exemples, il s'agit parfois des mots appartenant à un dialecte moderne, puisque ces mots particuliers manquent souvent dans la langue écrite. Je ne me cache pas que ces procédés représentent une source d'erreur, mais j'espère que le résultat principal ne sera pas influencé par les erreurs de ce genre.
Je commence avec le mot geil. Ce mot apparaît dans l'ancien mot allemand dans la signification de blank et en même temps de coïté. Le développement ultérieur de la signification se fait à partir de la signification coïté. Relativement tôt, dans les premiers stades de bas allemand moderne, ce mot prend la signification de vexare, maltraité. Un autre auteur ancien a certainement raison en disant que la signification générale de maltraité vient de la signification plus spéciale de maltraité en violent. La signification maltraité de Gérard est donc prouvée à une période assez ancienne. L'expression à l'origine probablement très forte de ce que le diable te batte perdait son sens propre grâce à son emploi extrêmement fréquent. Et par le détour de tourmenter, importuner, s'ensuivait la signification plus faible d'agacer, qui s'emploie encore aujourd'hui dans un dialecte suisse. Agacer devient taquiner puis tromper. Une autre ligne de développement part également de maltraiter. J'étais violemment par terre, cassé. J'étais par la transformation de l'usage transitif à l'usage intransitif devient tomber. Des mots plus grossiers comme blank, qui veut dire laisse-moi en paix, prennent la signification de gaïenne qui devient s'éclipser, se tailler. Ce qui explique que gaïenne devient une expression assez grossière pour courir et marcher. Enfin, il y a une autre signification, se vanter, faire l'important, qui provient probablement d'agacer avec des paroles taquinées. Le participe passé du verbe subit aussi un développement indépendant de signification. En Suisse, blank signifie mal, contrarié, mal élevé, grognon. En ajoutant que des composés de gaïen prennent encore d'autres chemins, par exemple blank qui veut dire renverser, disloquer, ou kamangué qui veut dire lutter, ou blank qui veut dire échouer à un examen. Il faut admettre que la richesse du développement des significations ne laisse rien à souhaiter. Cet exemple ne représente pas un phénomène. Au contraire, on peut dire que tous les verbes signifiant coïté tendent à élargir la signification de façon analogue. Dans le mot irlandais, nous trouvons une correspondance presque parfaite. Brouillé, puis plus l'ancien brouillon, devient de bruit qui veut dire fiancé. Ne signifiera pas primitivement la fiancée, mais une jeune femme comme l'anglais bright, au suédois brut, bruden ou breuden, signifie donc rendre femme une jeune fille, donc coïtée. De façon analogue, comme pour grain, se développent les significations suivantes: agacer, soucier, battre, frapper, jeter, tomber, se sauver, marcher. Et donne ensuite un exemple très joli d'un vieux poème néerlandais qui date de 1640, où il y a encore un tas d'autres significations, mais je ne connais pas assez le néerlandais qui date de 1640, où il y a encore un tas d'autres significations, mais je ne connais pas assez le néerlandais pour le traduire. Il y a un troisième verbe dans un développement identique, dans le mot serben, en dialecte sarda qui veut dire blank. Nous avons la même signification, agacer, pousser, jeter, tomber, se sauver, s'apercevoir de quelque chose. Ainsi, en Irlande, nous trouvons carda, polir, nettoyer, repasser. Aussi, des substantifs désignant le sexe féminin se trouvent très souvent à côté des verbes signifiant coïter ou fouetter. Par exemple, le verbe coïter en westphalien s'appelle kitchen ou kitchen. Nous avons à côté des substantifs. Il faut encore examiner de plus près le développement de signification de quelques mots désignant la vulve. Mon exemple principal est le mot germanique fou. Il signifie partout ou le sexe ou le fesse. Le substantif foot a un développement assez restreint de signification. Il a pris le sens de femme dans la région très étendue, quelquefois sans aucun sens péjoratif. Mais le plus souvent, il est devenu un gros mot comme dans le suédois fond, foudre, qui veut dire prostituée, un homme efféminé et lâche. Un autre élargissement de la signification se présente dans le sens de trou, fenêtre, par exemple en association blank, qui veut dire blessure d'un arbre. En suédois, blank veut dire la fente entre les deux pantalons pour attacher les bretelles. En néerlandais, foot veut dire esprit, force vitale. Nous ne nous étonnons pas de trouver en soi, poète, rire de quelqu'un, en australien, fouten, tromper, spirituel en Alsacien, se tromper, en suédois, fouten veut dire travailler. En frison, fouden, bâclé en alsacien, feutlen, travailler superficiellement. Il y a aussi des adjectifs dérivés de foot qui sont très répandus. Par exemple, fouti qui veut dire paresseux. En allemand, il y a forschfutel qui veut dire vulve. Et à côté de la signification, nous trouvons gueule, bouche en allemand du sud. À l'origine, c'est une injure qui s'est beaucoup affaiblie de nos jours. Borge est utilisé de façon générale comme injure ou dans la signification de fille facile. C'est utilisé aussi dans le sens de vidocité. L'analogie avec foot s'étend aussi aux dérivés verbales. Par exemple, en Suisse, foot-sellen, s'emporter, se comporte de façon licencieuse. En Alsacien, foot-sellen, se tailler.
Je vous fais grâce de plus d'exemples, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les langues germaniques, le déploiement de signification des mots signifiant coïté et vulve prend des formes très diverses. Cela se présente sous la forme d'une sorte de schéma. Vous voyez ici, vulve qui devient femme, animal ou sexe de sexe féminin, puis poil pubien, villosité. Une personne déguisée est souvent portant un masque, puis d'autre part d'autres parties du corps, la bouche, le sein de la mère, le derrière, d'autre part sac, panier, un récipient et encore pâtisserie. Et nous voyons justement ce même schéma apparaître dans une catégorie récente des mots, et en même temps pour le verbe coïter, d'abord maltraiter, battre, agacer, taquiner, tromper, jeter et tomber, puis s'éclipser, se tailler, courir et marcher. Cela devient encore mal travaillé avec mal coupé et moussé et avoir des mouvements incertains, mal parler, enfin bégayer. Dans une autre série, cela donne procréer, croître, avoir lieu et se passer. Comme conséquence de son schéma, il nous dit, nous avons vu que ce sont des sons qui ont accompagné le travail. Si une racine présente entièrement ou en partie ce système de signification, il faut considérer les significations sexuelles comme point de départ, ou au moins comme point de bifurcation pendant le développement. Le nombre des mots ayant passé une fois par la signification sexuelle est tellement grand qu'une étymologie est obligée de garder ce point de vue constamment à l'esprit, et d'autant plus qu'il considère des époques linguistiques plus anciennes. Le cri de séduction, dit-il encore, représente la manifestation la plus ancienne du langage. La naissance des racines désignant des différentes activités s'explique par l'investissement sexuel des différentes méthodes de travail. Il nous faut nécessairement admettre une période des racines où elles ont surtout un caractère verbal. L'hypothèse que toutes les racines étaient primitivement en rapport avec les concepts sexuels s'est rendue probable par le fait que le rôle important de ces concepts pour le développement des significations peut être démontré au point de vue de l'histoire de la langue germanique. End of Madame Hubert's contribution on the 9th of March 1960.